Il était un titan de la technologie, un homme capable de plier le monde numérique à sa volonté. Pourtant, son empire de plusieurs milliards d'euros vacillait au bord de l'effondrement. Un unique bug insaisissable dans son logiciel phare était un fantôme dans la machine, et son armée d'ingénieurs d'élite était impuissante face à lui. Il a fui le chaos de sa salle de conseil pour l'anonymat tranquille d'un restaurant, cherchant un instant de paix. Mais dans le vacarme de la cuisine, à travers l'entrebâillement d'une porte, il vit quelque chose qui le figea sur place. Une serveuse, ses mains volant sur un ordinateur portable usé, un écran rempli de lignes de code qui lui semblaient incroyablement familières. Elle ne se contentait pas de taper. Elle pratiquait une chirurgie numérique. Et à cet instant, Alexandre Lambert comprit que la réponse à ses prières ne se trouvait peut-être pas dans un laboratoire stérile, mais dans les mains calleuses et de la femme qui s'apprêtait à lui servir son café. La brume lyonnaise, une couverture éthérée familière qui montait de la Saône, ne faisait pas grand-chose pour calmer la fureur d'Alexandre Lambert. Elle s'accrochait aux fenêtres panoramiques de son bureau d'angle au 50e étage de la tour Nexus Dynamics, estompant les lumières scintillantes de la ville en une aquarelle diffuse. Pour le monde, cette vue était un symbole de son triomphe. Ce soir, elle ressemblait à une cage dorée. Sur l'immense écran holographique qui dominait un mur, des lignes de texte rouge défilaient sans fin, une cascade numérique d'échecs. Erreur fatale, échec d'allocation de mémoire. Le message était l'épitaphe du projet le plus ambitieux de son entreprise, Odyssée, une plateforme logistique pilotée par IA, destinée à révolutionner les chaînes d'approvisionnement mondiales. C'était censé être son héritage, le projet qui consoliderait Nexus Dynamics, non seulement comme un géant de la technologie, mais comme un pilier essentiel du commerce moderne. Au lieu de cela, c'était un désastre de plusieurs centaines de millions d'euros. Depuis 3 semaines, le bug les hantait. C'était un fantôme, une fuite de mémoire si insidieuse et imprévisible qu'elle défiait tous les outils de diagnostic qu'il lui lançait. La plateforme fonctionnait sans problème pendant des heures, parfois même des jours, avant de planter de manière catastrophique, paralysant des réseaux de transport mondiaux simulés. Ces ingénieurs en chef, des prodiges triés sur le volet de Polytechnique et de Centrale Supélec, avec des salaires à 6 chiffres et des égos assortis, étaient déconcertés. Ils tournaient en rond, parlant de boucles récursives et de fragmentation du tas, leur confiance s'érodant à chaque correctif raté. Leur dernière session de travail nocturne s'était terminée, il y a à peine 1 heure, avec le même résultat sinistre. Juste, la pression était immense. Leur plus gros client, le mastodonte de la distribution Vidian Monde, leur avait donné un ultimatum final. Réparer le bug en 72 heures, où ils retireraient leur contrat à 9 chiffres et intenteraient une action en justice pour dommages et intérêts. La nouvelle ferait chuter l'action de Nexus et enverrait leurs concurrents, comme les requins toujours en maraude d'Innovate Corp dans une frénésie alimentaire. « Fichez-moi le camp !» avait grondé Alexandre à son équipe épuisée, sa voix dangereusement basse. Il ne supportait plus de voir leur visage défait. Seul dans le silence, il sentit le poids écrasant de tout cela. Il était Alexandre Lambert, le visionnaire qui avait bâti un empire à partir d'un garage. Il se nourrissait de problèmes impossibles. Mais celui-ci était différent. Il ressentait une impuissance qu'il n'avait pas connue depuis son adolescence, lorsqu'il essayait de réparer la vieille Rena, Hult perpétuellement en panne de sa famille. Il devait s'échapper. Il attrapa son manteau, une élégante affaire de cachemire noir qui semblait absurdement déplacée avec ses nerfs à vif, et contourna son ascenseur privé. Il prit l'ascenseur public, ayant besoin du bref contact anonyme avec d'autres personnes, même s'il ne pouvait pas les regarder dans les yeux. En bas, dans la rue, l'air humide fut un choc. Il congédia son chauffeur qui l'attendait, Walter, d'un geste de la main. Il avait besoin de marcher. Il erra dans le quartier de la Part-Dieu, un fantôme dans sa propre ville. Les imposantes structures de verre et d'acier qu'il avait aidé à financer lui semblaient maintenant des monolithes se moquant de son échec. Il se retrouva quelques rues plus loin, devant un restaurant sans prétention appelé La Cuillère Dorée. C'était un endroit à l'ancienne, une relique d'un autre Lyon, avec une lumière chaude se déversant de ses fenêtres et la promesse d'une solitude tranquille. C'était l'antithèse de sa vie. Il poussa la lourde porte en chêne. Le restaurant était feutré, le tintement des couverts et les conversations murmuraient un baume apaisant. Un maître d'hôtel le conduisit à une banquette isolée au fond. Il commanda un filet de bœuf qu'il savait ne pas manger et un verre d'Armagnac XO qu'il savait qu'il boirait. Alors qu'il sirotait l'Armagnac, la chaleur se propageant dans sa poitrine mais pas dans son esprit, il observa le personnel.
Il se déplaçait avec une grâce efficace et rodée, un balai de service qui était à sa manière un système parfaitement fonctionnel. Son regard tomba sur une serveuse en particulier. Elle était jeune, peut-être dans la mi-vingtaine, avec des yeux intelligents et concentrés qui semblaient tout saisir à la fois. Ses cheveux sombres étaient tirés en une simple queue de cheval sévère, et il y avait une tension subtile dans sa posture, une énergie contenue qui suggérait que son esprit était ailleurs. Son badge indiquait « Amélie ». Elle se déplaçait avec une compétence discrète, remplissant les verres d'eau, débarrassant les assiettes et répondant aux questions avec un sourire poli mais distant. Il y avait une aura d'intelligence féroce chez elle, un contraste frappant avec son environnement humble. Il en était à son deuxième verre quand il la vit se glisser par les portes battantes de la cuisine. Il jeta un coup d'œil à sa montre. 10 minutes passèrent. 15. Les portes de la cuisine étaient un tourbillon d'activité. Des chefs criants, des serveurs entrant et sortant en trombe, mais elle ne réapparut pas. La curiosité, une distraction bienvenue de ses propres angoisses, l'emporta. Il devait aller aux toilettes, qui se trouvaient au bout d'un court couloir passant devant l'entrée de la cuisine. Alors qu'il passait devant la porte de la cuisine, qui s'ouvrit un instant, il jeta un coup d'œil à l'intérieur. Au milieu du chaos d'acier inoxydable, de vapeur et de cuisiniers criants, il la vit. Nichée dans une petite alcôve exiguë à côté d'une pile de sacs de farine, se trouvait Amélie. Elle ne polissait pas l'argenterie, ni ne prenait une pause cigarette. Elle était penchée sur un ordinateur portable vieux de 10 ans, son écran brillant dans la faible lumière. Ses doigts étaient d'un flou sur le clavier, se déplaçant avec une vitesse et une précision que lui, un homme qui avait codé son premier programme à l'âge de 12 ans, reconnut instantanément. Ce n'était pas la frappe de quelqu'un qui écrit un email ou un devoir universitaire. C'était le rythme fluide et staccato d'une programmeuse, une créatrice de monde. Il se figea, la main sur la poignée de la porte des toilettes. Il plissa les yeux, essayant de voir son écran. C'était un ID, environnement de développement intégré, en mode sombre rempli de lignes de ce qui ressemblait à du C++. Et puis il le vit, un appel de fonction spécifique, un protocole de multithreading qu'elle mettait en œuvre. C'était élégant, c'était complexe. Et c'était étrangement similaire à une section du code source d'Odyssée avec laquelle sa propre équipe se débattait depuis des semaines. Son souffle se coupa dans sa gorge. Le monde sembla ralentir. Le vacarme de la cuisine s'estompa en un grondement sourd. Une serveuse dans une alcôve de cuisine, sur une relique d'ordinateur portable, tapant du code qui reflétait le cœur même de la crise milliardaire de son entreprise. C'était impossible, c'était absurde. Et cela se passait juste devant lui. Il oublia les toilettes, oublia son filet de bœuf, oublia tout sauf la femme dans la cuisine qui tissait des sorts numériques au milieu de l'odeur d'ail et de graisse. Pendant 1 minute entière, Alexandre Lambert resta immobile dans le couloir, une statue d'incrédulité. Son esprit, habituellement une autoroute de calcul et de pensée stratégique, était congestionné. Chaque instinct logique lui disait de l'ignorer. Coïncidence, un jeu de lumière. Elle travaillait probablement sur un projet personnel, un devoir de bootcamp de codage. Mais la lueur du code qu'il avait vu, ce n'était pas de l'amateurisme. La structure, la syntaxe, avait une signature professionnelle, une élégance dépouillée qui venait d'une compréhension profonde, pas d'une mémorisation par cœur. Il prit une profonde inspiration, l'air épais des arômes de poulet rôti et de produits de nettoyage. C'était insensé, mais le désespoir est la mère de la folie. Qu'avait-il à perdre? Sa fierté? Il l'avait perdue il y a 3 semaines dans une salle de conférence pleine d'ingénieurs au visage vide. Il poussa la porte battante et entra dans la symphonie chaotique de la cuisine. Une bouffée de chaleur et de bruit le frappa. « Hé, quelle personne !»« Elle !» cria un chef costaud avec un bandana taché de sueur par-dessus le grésillement d'un grill. Alexandre l'ignora. Ses yeux étaient rivés sur Amélie. Elle ne l'avait pas encore remarqué. Sa concentration absolue. Son front était plissé par la concentration, sa lèvre inférieure prise entre ses dents. Il se dirigea vers son petit coin, enjambant un seau de serpillière égaré. « Excusez-moi, dit-il, sa voix plus calme qu'il ne se sentait. » La tête d'Amélie se releva brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent d'abord de surprise, puis de panique professionnelle. Elle ferma instantanément son ordinateur portable d'un coup sec. « Monsieur, vous ne pouvez pas être ici. Y a-t-il un problème avec votre repas ?» Sa façade de serveuse était de retour, un bouclier d'efficacité polie. « Le problème n'est pas avec mon repas, dit Alexandre, son regard tombant sur l'ordinateur portable fermé.
C'est avec une fuite de mémoire récursive dans une plateforme. Orme logistique DIA multithread. L'effet de ces mots fut immédiat et profond. Le masque professionnel ne s'est pas seulement fissuré, il s'est brisé. La mâchoire d'Amélie tomba. La couleur quitta son visage. Ses yeux, qu'il avait précédemment notés comme intelligents, semblaient maintenant vifs, analytiques et profondément méfiants. Elle ne demanda pas de quoi il parlait. Elle ne feignit pas l'ignorance. Elle savait. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix un murmure tendu. « Mon nom est Alexandre Lambert. » Il guetta une lueur de reconnaissance, et il en obtint une. Un subtil écarquillement des yeux, une légère inspiration. Elle connaissait le nom. Tout le monde dans le monde de la tech le connaissait. Elle regarda son costume coûteux, puis son visage, les pièces s'emboîtant. « Nexus Dynamics » souffla-t-elle. « Odyssée. » Ce n'était pas une question, c'était une déclaration, un diagnostic. « Vous en avez entendu parler. » Conseil. Tâta Alexandre, les derniers vestiges de son scepticisme s'évaporant. « Je suis les devlogs publics. » Le buzz avant la sortie, admit-elle, son regard prudent. Elle serrait le bord de son ordinateur portable comme si c'était une bouée de sauvetage. « Vous avez des problèmes ? Le lancement est censé avoir lieu le trimestre prochain. Le lancement sera annulé et l'entreprise sera démantelée si nous ne corrigeons pas un bug que toute ma division d'ingénierie ne peut pas trouver, dit-il, mettant carte sur table. Il n'y avait aucun intérêt à faire semblant. Sur quoi travailliez-vous à l'instant ? Elle hésita, ses yeux se tournant vers le chef cuisinier qui les observait maintenant, avec un mélange de confusion et d'agacement. Un projet personnel. Ne me mentez pas, Amélie, dit-il, sa voix douce mais chargée d'une intensité qui la fit tressaillir. J'ai vu votre écran. J'ai vu le protocole de threading. C'était un gestionnaire et d'allocation de ressources prédictif. Ai-je tort ? Elle déglutit difficilement, ses jointures blancheties sur son ordinateur portable. Non, admit-elle doucement. Vous n'avez pas tort. Je veux que vous regardiez notre code, dit Alexandre, sentant l'imprudence totale des mots qui quittaient sa bouche. Le code d'Odyssée. Elle le fixa comme s'il venait de commencer à parler une langue étrangère. Quoi ? Monsieur, je suis une serveuse ? Et il y a 5 minutes, vous étiez une programmeuse. Lequel des deux est votre vrai visage ? Rétorqua-t-il. Je vous paierai pour votre temps. Des honoraires de consultante, des honoraires généreux. Signez n'importe quelle clause de confidentialité que mes avocats peuvent imaginer. Regardez-le, c'est tout. L'esprit d'Amélie tournait visiblement à plein régime. Peur, incrédulité et une lueur de quelque chose d'autre, un désir, une faim, se battaient dans son expression. Pourquoi ? Demanderiez-vous ? Vous avez les meilleurs ingénieurs du monde. Les meilleurs ingénieurs du monde le regardent depuis près d'1 mois et sont sur le point de couler mon entreprise, dit Alexandre sans détour. Ils sont piégés dans une boîte qu'ils ont eux-mêmes créée, contraints par leur propre pensée de groupe. Vous n'êtes pas dans cette boîte. Vous n'avez rien à perdre. Et franchement, moi non plus à ce stade. Il vit le conflit en elle. C'était l'opportunité d'une vie, offerte par un milliardaire au milieu d'une cuisine graisseuse. Mais c'était aussi terrifiant. Le risque d'échec, d'humiliation, était énorme. Je ne peux pas, balbutia-t-elle en secouant la tête. Je n'ai pas de diplôme. J'ai abandonné Polytechnique après 2 ans. Ma mère est tombée malade. Je travaille ici depuis. Je code juste pour moi-même, pour ne pas perdre la main. L'aveu flotta dans l'air, lourd de déception et de potentiel perdu. Polytechnique. Elle n'était pas seulement autodidacte. Elle avait été sur la voie pour devenir l'une des élites qui l'embauchaient si volontiers. La vie s'était juste mise en travers de son chemin. Cette information ne dissuada pas Alexandre. Elle le galvanisa. Ce n'était pas un coup de chance aléatoire. C'était un génie inexploité déraillé par les circonstances. « Je me fiche de votre diplôme, Amélie, » dit-il, sa voix ferme. « Un diplôme est un morceau de papier qui dit que vous pouvez apprendre. Ce que j'ai vu sur cet écran dit que vous pouvez faire. Je me soucie des résultats. La plateforme Odyssée échoue à cause d'un défaut dans sa modélisation prédictive. Elle alloue des ressources pour des expéditions projetées. Mais quelque part dans la logique récursive, elle crée des allocations fantômes qu'elle ne libère jamais. Elle saigne de la mémoire, mais nous ne pouvons pas trouver la blessure. Est-ce que cela ressemble à un problème que vous trouvez ? Riez intéressant ? Il la regarda pendant qu'il parlait, détaillant le cœur du problème. Son expression changea à nouveau. La peur recula, remplacée par le regard concentré et analytique qu'il avait vu quand elle était à son clavier. Elle n'était plus une serveuse parlant à un client. Elle était une ingénieure considérant un défi.
Des allocations fantômes, murmura-t-elle presque pour elle-même. Ce n'est pas seulement dans la récursion. Cela pourrait être dans la façon dont les threads sont instanciés. Si le processus parent meurt avant que les threads enfants ne soient correctement joints, leur mémoire pourrait être orpheline. Son intuition fut immédiate, une théorie plausible que son équipe avait mentionnée, mais n'avait pas pleinement explorée, convaincue que l'erreur était plus profonde dans le modèle d'intelligence artificielle lui-même. Alexandre sortit une élégante carte de visite noire de son portefeuille. Tour Nexus Dynamics, soyez là demain. À 9 heures. Demandez-moi, je préviendrai la sécurité. Donnez votre prix, Amélie. Quel qu'il soit, je le paierai. Il pose la carte sur son ordinateur portable fermé. La main d'Amélie trembla légèrement en la regardant. La simple carte noire avec son nom, embossé en argent, était un billet pour un autre monde. « Monsieur, votre table ?» commença-t-elle, l'habitude de son travail reprenant le dessus. « Oubliez la table, » dit Alexandre en se tournant pour partir. Il s'arrêta à la porte et la regarda. Ses yeux étaient grands ouverts, fixés sur la carte. « 9 heures, Amélie. Ne me faites pas regretter ça. » Il sortit de la cuisine, laissant le bruit et le chaos derrière lui. Il sentit une décharge d'adrénaline qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'était le geste le plus illogique, le moins professionnel et le plus désespéré de sa carrière. C'était soit la décision qui sauverait son entreprise, soit le dernier acte spectaculaire d'un Tita en chute libre. En rentrant dans le restaurant calme, il réalisa qu'il n'avait aucune idée de laquelle ce serait. Le lendemain matin, le hall de la tour Nexus Dynamics était tout ce que la cuillère dorée n'était pas. C'était une cathédrale d'acier brossé, de verre et de marbre blanc immaculé, vaste et intimidante. Une cascade de 2 étages tombait silencieusement derrière un bureau de réception qui ressemblait à un éclat de météorite. Des jeunes gens ambitieux en tenue d'affaires impeccable se déplaçaient avec une détermination silencieuse et urgente, leurs visages illuminés par la lueur de leur téléphone. C'était conçu pour impressionner, pour projeter la puissance et l'innovation. Pour Amélie Dubois, serrant la lanière de son sac à dos usé, c'était conçu pour qu'elle se sente petite. Elle avait passé toute la nuit à osciller entre une excitation euphorique et une terreur paralysante. Elle avait fait des recherches sur le problème, me d'odyssées, dévorant chaque bribe d'information publique, son esprit s'illuminant de possibilités. Elle était arrivée vêtue des vêtements les plus professionnels qu'elle possédait, un simple chemisier noir et un pantalon, qui lui semblaient encore terriblement inadéquats par rapport aux griffes de créateurs qui l'entouraient. « Je viens voir Alexandre Lambert, » dit-elle à la réceptionniste, sa voix à peine un murmure. « Mon nom est Amélie Dubois. » La réceptionniste, une femme à la coiffure incroyablement parfaite, tapa son nom dans son ordinateur. Ses sourcils se haussèrent de surprise. « Bien sûr, Madame Dubois. Monsieur Lambert vous attend. Montez directement. 50e étage. » Elle fit un geste vers un ascenseur à accès restreint qui sonna et s'ouvrit pour elle comme par magie. La montée fut une ascension silencieuse et angoissante. Quand les portes s'ouvrirent, Alexandre Lambert l'attendait. Il avait l'air différent ici, dans son élément. Le désespoir las de la veille avait disparu, remplacé par une aura de commandement. « Amélie, content que vous ayez pu venir, » dit-il avec un bref hochement de tête. « Ne perdons pas de temps. » Il la conduisit à travers un labyrinthe de bureaux aux murs de verre et d'espaces de travail ouverts. Les têtes se tournèrent sur leur passage. Les gens la dévisageaient, leur curiosité piquée par cette femme inconnue, escortée personnellement par le PDG. Amélie sentit une centaine de paires d'yeux sur elle, jugeant ses vêtements, son sac à dos, sa simple présence. Elle ne s'était jamais sentie autant comme une usurpatrice. Ils entrèrent dans une grande salle de conférence déjà occupée par une douzaine d'ingénieurs. L'air était lourd de tension et d'une odeur de café rassis. C'était l'équipe Odyssée. Ils avaient tous l'air épuisés, mais leurs expressions s'aiguisèrent quand Alexandre entra avec Amélie. « Tout le monde, voici Amélie Dubois. »« Is » annonça Alexandre, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « C'est une consultante qui va nous apporter une nouvelle perspective sur notre problème actuel. Donnez-lui un accès complet au code source d'Odyssée, aux journaux de serveurs, à tout. Elle me rendra compte directement. J'attends votre entière coopération. » Un lourd silence s'ensuivit. Les ingénieurs échangèrent dans des regards mal à l'aise. Les yeux d'Amélie tombèrent sur un homme en particulier. Il avait la fin de la trentaine, un costume élégant et un sourire condescendant qui semblait fixé en permanence sur son visage. Une plaque sur la table l'identifiait comme Benjamin Cartier, architecte logiciel principal. Benjamin se pencha en arrière sur sa chaise, tapotant un stylo sur la table.
Une consultante, dit-il, son ton dégoulinant de scepticisme. Il toisa Amélie de la tête aux pieds, son regard s'attardant un instant sur ses vêtements simples. « Puis-je vous donner un conseil? Demandez de quel cabinet vous venez, Madame Dubois, ou peut-être de quel programme de doctorat universitaire nous vous avons débauché. » La question était un défi clair, conçu pour l'humilier et saper son autorité avant même qu'elle aurait commencé. Les autres ingénieurs observaient, attendant de voir comment elle allait réagir. Avant qu'Amélie ne puisse parler, Alexandre intervint, sa voix glaciale. « Ces référendes sont qu'elle a ma confiance, Ben. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Installez-la. » La réprimande fit taire Benjamin, mais ses yeux brûlèrent de ressentiment. Il fit un geste brusque à un jeune ingénieur. « Kevin, trouve un terminal invité et des identifiants d'accès pour Madame Dubois. » Kevin, un jeune homme nerveux qui semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine, conduisit Amélie à un petit bureau vide dans un coin de l'étage de développement principal. C'était clairement une place temporaire, une arrière-pensée, et, alors qu'il tapait furieusement pour configurer son accès, il parla à voix basse. « Ne faites pas attention à Ben, murmura-t-il. Il est juste à cran. Nous le sommes tous. Il dirige ce projet depuis 2 ans. Il le voit comme son bébé. »« Et c'est un bébé malade ?» répondit Amélie tranquillement, ses yeux balayant déjà les diagrammes d'architecture épinglés sur un mur voisin. Une fois qu'elle eut l'accès, le monde extérieur disparut. Les chuchotements et les regards des autres ingénieurs, l'environnement intimidant de l'entreprise, même la présence menaçante de Benjamin Cartier, tout s'estompa en arrière-plan. Devant elle, sur un moniteur haute résolution, se trouvait le code source d'Odyssée, des millions de lignes, une ville numérique tentaculaire et complexe. Elle passa les premières heures à simplement lire. Elle n'essaya rien de changer. Elle absorba simplement la structure, le flux de données, la logique qui gouvernait cet univers artificiel. Elle navigua à travers des modules nommés trajectoires prédictives, routes quantiques et noyaux I à Nexus. C'était brillant, ambitieux et profondément défectueux. Le code était comme une magnifique tapisserie complexe avec un seul fil tiré, provoquant une déformation de l'image entière d'une manière presque invisible de près. L'équipe s'était concentrée sur le noyau d'IA, convaincue que la fuite provenait des algorithmes complexes d'apprentissage automatique. Mais Amélie, guidée par son instinct de la veille, gravita vers les couches fondamentales, le code qui gérait la mémoire et l'allocation des processus. C'était moins glamour, la plomberie du système, et elle soupçonnait qu'on y avait accordé moins d'attention. En milieu de journée, elle commença à remarquer un schéma, de minuscules divergences presque insignifiantes dans les horodatages entre une demande de ressources et son journal d'allocation. Des millisecondes de décalage qui ne devraient pas exister. Elle essaya d'accéder aux journaux de serveurs plus profonds, ceux qui montreraient les interactions au niveau matériel, mais son accès lui fut refusé. Elle trouva Kevin. « J'ai besoin d'un accès aux journaux au niveau du noyau pour les serveurs de simulation primaire, » dit-elle. Kevin pâlit. « Je ne peux pas accorder ça. Seul Ben peut autoriser ce niveau d'accès. C'est un protocole de sécurité. » Amélie se dirigea vers le bureau de Benjamin. Il était au téléphone, parlant d'un ton fort et important. Il la vit approcher et lui tourna délibérément le dos, riant de quelque chose que son interlocuteur venait de dire. Elle attendit. Quand il raccrocha enfin, il pivota sur sa chaise avec un soupir exagéré. « Oui ?»« J'ai besoin d'un accès aux journaux du noyau, » déclara-t-elle calmement. Il ricana. « Absolument pas. Nous ne donnons pas aux consultants un accès root à nos serveurs les plus sécurisés. C'est. Avez-vous la moindre idée des données propriétaires que vous pourriez compromettre? J'essaie de tracer un problème d'allocation de mémoire. Les journaux d'application standard ne sont pas assez granulaires. La divergence que je vois se produit à un niveau inférieur à ce qu'ils capturent, expliqua-t-elle en gardant sa voix égale. Une divergence, se moqua-t-il. Écoutez, Madame Dubois, j'ai une équipe des meilleurs ingénieurs du monde qui ont construit ce système de A à Z. Nous avons exécuté tous les diagnostics imaginables. Je vous assure que s'il y avait une divergence à trouver, nous l'aurions trouvée. Pourquoi ne retournez-vous pas à votre bureau pour consulter? C'était une impasse. Il lui faisait obstruction, protégeant son territoire. Il ne supportait pas l'idée qu'une étrangère, une femme sans qualifications officielles, puisse trouver quelque chose que lui et sa prestigieuse équipe avaient manqué. C'était une question d'ego. Frustrée, Amélie retourna à son terminal. Elle ne pouvait pas aller plus en profondeur, alors elle devrait aller plus en largeur. Si elle ne pouvait pas voir la racine du problème, elle devrait cartographier ses effets. Elle commença à écrire un script de diagnostic personnalisé.
Ce n'était pas un correctif, mais un traceur, un programme conçu pour s'exécuter aux côtés d'Odyssée, surveillant chaque thread qu'il générait, suivant son empreinte mémoire et enregistrant son comportement d'une manière que les outils existants ne faisaient ses pas. Elle travailla toute la soirée, longtemps après que la plupart de l'équipe soit rentrée chez elle, vaincue. Benjamin Cartier partit avec un regard suffisant dans sa direction, comme si sa présence continue était la preuve de son échec. Seul Alexandre Lambert restait, travaillant silencieusement dans son bureau au mur de verre, l'observant alors que les lumières de la ville commençaient à scintiller à l'extérieur. Amélie sentit une sombre détermination s'installer en elle. Benjamin Cartier la voyait comme une menace pour son autorité. L'équipe la voyait comme une curiosité bizarre, mais elle savait qu'elle était proche. Le fantôme dans la machine avait laissé une trace, aussi faible soit-elle, et elle était la seule disposée à ramper dans les coins sombres et oublier du système pour le trouver. La fosse aux lions était froide et inhospitalière, mais elle n'était pas là pour se faire des amis. Elle était là pour chasser. Les 48 heures suivantes se fondirent en un marathon sans sommeil, alimenté à la caféine. Amélie vivait devant son terminal, la lueur de l'écran étant son seul soleil et sa seule lune. Le bureau temporaire devint son monde, jonché de tasses de café vides, de diagrammes griffonnés sur des serviettes en papier et du sandwich occasionnel apporté par un Kevin à l'air sympathique. Alexandre Lambert gardait Hay à distance, mais elle sentait sa présence, un observateur silencieux dans son bureau, ses propres lumières brûlant tard dans la nuit. Il lui donnait de l'espace, une denrée dont elle avait désespérément besoin. Le script de diagnostic qu'elle écrivit, qu'elle nomma en privé Cerbère, était son chien de chasse. Elle le laissa tourner dans l'environnement de simulation, et il commença à brosser un tableau. La fuite de mémoire n'était pas constante. Elle ne grandissait pas de manière linéaire. Elle se produisait par sursauts violents et sporadiques, coïncidant toujours avec un ensemble spécifique de circonstances. Lorsque la plateforme Odyssée simulait des itinéraires d'expédition à haut volume et sur de courtes distances, comme des livraisons par drone à l'échelle d'une ville. C'était un indice crucial. L'équipe s'était concentrée sur des simulations de fret international massif, supposant que des charges plus importantes signifiaient une plus grande contrainte. Ils cherchaient au mauvais endroit. Le problème était dans le taux de renouvellement. Le système était conçu pour créer, suivre et détruire des milliers de minuscules itinéraires de livraison par minute. Chaque itinéraire était un thread, un processus de courte durée. La théorie qu'elle avait mentionnée à Alexandre dans la cuisine sur les threads orphelins la rongeait. Le refus de Benjamin Cartier de lui accorder un accès au niveau du noyau était un obstacle, mais cela la força à être plus créative. Tard dans la deuxième nuit, avec l'échéance de 72 heures qui planait comme une guillotine, elle le trouva. Ce n'était pas dans les modèles prédictifs complexes du noyau d'IA. Ce n'était pas un défaut catastrophique et évident. C'était un bug unique, élégant et dévastateur de simplicité dans une bibliothèque de bas niveau. Un morceau de code fondamental écrit des années auparavant et supposé parfait. La bibliothèque gérait la gestion des threads. Lorsqu'un nouvel itinéraire de livraison était créé, la bibliothèque instancierait un thread de gestion. Un processus de nettoyage séparé, apparemment sans rapport, était censé s'exécuter périodiquement, vérifiant les threads terminés et libérant leur mémoire allouée. Le problème résidait dans l'interaction entre les deux. Le processus de nettoyage avait un délai d'attente. S'il ne pouvait pas obtenir un verrou sur un thread de gestion en quelques millisecondes, parce que le thread était encore en cours d'initialisation ou momentanément occupé, il le sauterait et passerait au suivant. Dans les simulations longues et lentes, cela n'était jamais un problème. Mais dans le scénario à haut taux de renouvellement de milliers de threads rapides et de courte durée, une certitude statistique émergeait. Un petit pourcentage de nouveaux threads étaient créés et détruits si rapidement que le processus de nettoyage se manquait systématiquement. Le thread terminerait sa tâche et mourrait. Mais parce que le processus de nettoyage l'avait sauté, son allocation de mémoire n'était jamais officiellement libérée. Elle devenait orpheline, un fantôme. Ce n'était pas une fuite. C'était une accumulation de fantômes, des milliers de minuscules blocs de mémoire oubliés s'accumulant au fil des heures jusqu'à ce que le système s'étouffe et plante. Une vague d'euphorie vertigineuse submergea Amélie. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, son corps endolori par l'épuisement, mais son esprit électrique. Elle l'avait trouvé. Elle avait trouvé le fantôme dans la machine. Le correctif était tout aussi simple, un petit changement au processus de nettoyage. Au lieu de sauter un thread occupé,
Il devrait le mettre en file d'attente pour le prochain passage. Un changement de 3 lignes pour résoudre un problème d'1 milliard d'euros. Son premier instinct fut de courir au bureau d'Alexandre, mais elle se retint. Elle avait besoin de preuves. Des preuves irréfutables. Elle modifia son script Cerbère pour enregistrer chaque fois que le processus de nettoyage sautait un thread. Puis, elle lança la simulation à haut taux de renouvellement. Le fichier journal explosa. C'était la preuve irréfutable. Elle enregistra sa proposition de modification de code, le fichier journal et une explication concise, étape par étape, du problème et de sa solution dans un dossier sécurisé sur le serveur local. Elle nomma le dossier Solution Odyssée AD, ses initiales, un petit acte de propriété. Il était 3h30 du matin. Elle décida de dormir 2 heures dans une petite salle de bien-être inutilisée avant de tout présenter à Alexandre à la première heure. C'était fait, mais elle n'avait pas travaillé entièrement seule. Benjamin Cartier l'avait observé. Consumé par un mélange d'orgueil professionnel et de peur brute, il ne pouvait accepter que cette serveuse puisse réussir là où il avait échoué. Il avait vu les lumières allumées, vu sa concentration fanatique. Cet après-midi-là, prétextant devoir aider Kevin avec un problème de serveur près de son bureau, il avait réussi à installer un enregistreur de frappe et un outil d'espionnage de partage d'écran sur son terminal. C'était une violation flagrante de la vie privée et de la politique de l'entreprise, mais il le justifia comme la surveillance d'un risque de sécurité. Depuis son bureau à domicile, il avait observé chacun de ses mouvements. Il la vit isoler le scénario à haut taux de renouvellement. Il la vit se concentrer sur la bibliothèque de gestion des threads. Et puis il la vit trouver le bug. Il regarda, le sang glacé, alors qu'elle tapait la solution simple et élégante. Il la vit lancer le diagnostic final, vit le fichier journal accablant et la regarda enregistrer tout dans le dossier marqué « Solutio, Honor Odyssey, AD ». La panique céda la place à une ambition sombre et froide. Elle l'avait trouvé, mais elle ne l'avait pas encore signalé. C'était une outsider, une personne de rien sans preuve qu'elle était la première sur le coup. Lui, d'un autre côté, était l'architecte principal. C'était son projet, son équipe. Qui croirait-il? Travaillant avec une intensité fébrile, il reproduisit son travail. C'était facile maintenant qu'il savait où chercher. Il copia son changement de code de 3 lignes en faisant une minuscule modification cosmétique, changeant un nom de variable pour que ce ne soit pas une copie exacte. Il écrivit sa propre explication, plagiant sa logique et la faisant passer pour le résultat de l'effort incessant de son équipe. Il créa un nouveau dossier, enregistra sa propre version du correctif, puis, avec un dernier acte malveillant, il utilisa ses privilèges d'administrateur pour accéder au serveur. Il trouva son dossier R, solution Odyssey AD et le supprima. Il effaça ensuite les journaux d'accès pour ce répertoire spécifique, couvrant ses traces. Sa preuve avait disparu. À 7 heures, alors qu'Amélie se réveillait, raide et endolorie sur un canapé de la salle de bien-être, Benjamin Cartier envoya un email à toute l'entreprise, à Alexandre Lambert et à l'ensemble du conseil d'administration. Objet, urgent. Percé. Problème de stabilité de la plateforme Odyssey résolu. L'email commençait ainsi. Après une dernière session intensive d'analyse approfondie menée par moi-même, mon équipe a identifié et résolu avec succès le défaut critique d'allocation de mémoire dans la plateforme Odyssey. La solution est prête pour une mise en œuvre immédiate. Un compte-rendu technique complet sera prêt pour votre réunion de 9 heures. Il avait gagné, il avait volé sa percée, son moment de triomphe, et l'avait revendiqué comme sien. La scène était prête pour sa victoire, et Amélie Dubois était sur le point d'y entrer, complètement inconsciente que son fantôme avait été exorcisé, et qu'un démon bien plus tangible avait pris sa place. Amélie entra dans la réunion du conseil d'administration de 9 heures, ressentant un mélange d'épuisement et d'exaltation. Elle serrait sa tablette, prête à présenter ses conclusions, la simplicité élégante de sa solution, une source de fierté tranquille. Elle n'avait dormi que quelques heures, mais l'adrénaline de la découverte était un stimulant puissant. Elle entra dans la salle de conseil du 50e étage pour trouver une scène de célébration. Benjamin Cartier était en bout de table, se prélassant dans la lueur des louanges. Les autres ingénieurs, soulagés et jubilants, lui tapèrent dans le dos. Alexandre Lambert se tenait près de la fenêtre, un air de profond soulagement sur le visage. Il croisa le regard d'Amélie et lui fit un signe de tête de reconnaissance qu'elle prêta à tort comme une attente de sa présentation. Un travail de détective vraiment remarquable, Ben, disait l'un des membres du conseil, un homme corpulent nommé Robert Moreau. Vous avez sauvé l'entreprise. Benjamin sourit.
Une expression magnanime et fausse. C'était un effort d'équipe. Nous n'avons jamais perdu foi en notre processus. Nous devions simplement creuser au-delà de la couche applicative et réexaminer les protocoles fondamentaux de gestion des threads. Une condition de concurrence subtile, mais nous l'avons attrapée. Amélie se figea, sa tablette lui semblant soudain peser une tonne. Protocole de gestion des threads. Condition de concurrence. Il utilisait ces mots, sa découverte. Une terreur glaciale l'envahit, si intense qu'elle lui donna la nausée. Alexandre tourna son attention vers la salle. « Ben, expliquez-nous. » Avec une confiance suffisante, Benjamin projeta le code sur l'écran principal. Il présenta le correctif de 3 lignes, sa version cosmétiquement altérée, et expliqua la logique derrière avec la clarté d'un homme qui la comprenait depuis 4 bonnes heures. Il expliqua comment le processus de nettoyage manquait les threads à cycle rapide, créant des blocs de mémoire orphelins. Il présenta cela comme l'aboutissement triomphal du travail acharné de son équipe. Amélie se tenait là, dans un silence stupéfait, invisible. C'était son travail, sa percée. Il l'avait volé, chaque parcelle. Elle regarda les visages des autres ingénieurs. Ils le croyaient. Pourquoi ne le ferait-il pas? Il était leur chef. Elle était l'étrange femme qui était restée assise dans un coin pendant 2 jours. « Excellent travail, » dit Alexandre, et les mots furent un coup de poing dans le ventre d'Amélie. Il se tourna vers elle. « Amélie, merci pour votre temps. Votre contribution pour orienter l'attention de l'équipe a été clairement précieuse. Veuille voir mon assistante pour vos honoraires de consultante. Nous veillerons à ce qu'ils soient généreux. » Un renvoi. Il la renvoyait. Il pensait qu'elle avait simplement aidé pendant que Ben avait fourni la solution. L'injustice était si vive, si amère, qu'elle lui coupa le souffle. « commença-t-elle, sa voix tremblante. « C'est ma solution. » Benjamin laissa échapper un petit rire apitoyé. « Madame Dubois, je comprends le désir de faire partie d'une victoire aussi importante, mais ne nous emballons pas. Mon équipe et moi avons travaillé là-dessus. Les journaux de commis le montreront. » Il avait raison. Il avait couvert ses traces. Son dossier avait disparu. Sa preuve. « Je l'ai trouvé la nuit dernière, vers 3 heures du matin, » insista-t-elle, sa voix gagnant en désespoir. « J'ai écrit un script de diagnostic Cerbère pour tracer les sauts de thread. »« Un script, » dit Benjamin, sa voix dégoulinant de condescendance. « Nous avons des dizaines de suites de diagnostics professionnels. Nous ne nous fions pas à des scripts amateurs. Monsieur Lambert, je pense que le stress de la situation cause peut-être une certaine confusion. » Tous les yeux étaient tournés vers Amélie. Elle avait l'air d'une fraudeuse, d'une aspirante désespérée essayant de voler le crédit du héros de l'heure. Elle regarda Alexandre, le suppliant des yeux. Elle vit le soulagement se battre avec une lueur de quelque chose d'autre dans son expression, une graine naissante de doute. Il se souvenait de leur conversation dans la cuisine. Il se souvenait de sa théorie immédiate sur les threads orphelins. L'explication de Ben était trop parfaite, trop soudaine. « Concentrons-nous simplement sur la solution, » dit Alexandre, sa voix neutre, essayant de désamorcer la tension. « L'important est que ce soit réparé. Nous pouvons déployer le correctif et notifier Vidian Monde. » La réunion se termina. Benjamin était un héros. Amélie était un fantôme, hantant les bords d'une célébration qui aurait dû être la sienne. Vaincue, elle se tourna et quitta la salle de conseil, le son de leur planification joyeuse s'estompant derrière elle. Elle avait échoué, non pas à trouver le bug, mais à naviguer dans le monde perfide de l'ambition et de la tromperie humaine. Mais Alexandre Lambert n'avait pas bâti un empire d'1 milliard d'euros sur une foi aveugle. Il était un analyste de systèmes dans l'âme, et cela s'appliquait autant aux personnes qu'au code. L'appel désespéré d'Amélie, sa mention spécifique d'un script nommé Cerbère, et le timing, tout cela semblait faux. La percée soudaine de Ben après des semaines d'échecs, des heures après qu'Amélie ait eu accès, était trop commode. Il se souvint du regard dans les yeux d'Amélie dans la cuisine, de son génie brut et non poli. Il le contrasta avec les manœuvres politiques polies de Ben. Alors que le reste de l'entreprise célébrait, Alexandre retourna à son bureau et ferma la porte. Il n'appela pas son chef de la sécurité. Il ne voulait pas d'une enquête d'entreprise qui pourrait être gérée et aseptisée par d'autres. Ceci, il le ferait lui-même. Il ouvrit un terminal sécurisé, un avec le plus haut niveau de privilège système. Il n'était pas seulement un PDG, il était toujours un codeur dans l'âme. Il connaissait les entrailles du réseau. D'abord, il chercha sur tout le serveur un fichier nommé Cerbère. Rien, il devait être sur son terminal local. Ensuite, il chercha le dossier qu'elle avait mentionné. Solution Odyssée AD. Il n'existait pas.
Comme Benjamin s'en était vanté, il avait disparu. Mais Alexandre savait que supprimer un fichier sur un serveur haute sécurité ne signifie pas toujours qu'il a vraiment disparu. Il est marqué pour être écrasé. Il lança un balayage de bas niveau des secteurs des disques du serveur, un procès su qui prendrait du temps. Pendant qu'il tournait, il examina les journaux d'accès au serveur. Comme Benjamin l'avait prédit, les journaux montraient Benjamin Cartier accédant à la bibliothèque principale et commettant le changement de code final vers 7 heures du matin. Propre. Trop propre. Un homme qui couvre ses traces balaie souvent trop minutieusement. Alexandre élargit sa recherche, ne regardant pas seulement l'accès aux fichiers, mais tous les journaux de commande administrative pour toute la partition du serveur au cours des 12 dernières heures. Et puis il le trouva. À 3h47 du matin, le compte administratif de Benjamin Cartier avait initié une commande RF, une suppression forcée et irréversible, sur un répertoire nommé TMP Solutions Odyssey AD. Immédiatement après, à 3h48 du matin, le même compte avait exécuté une commande pour effacer manuellement les enregistrements du journal d'accès pour ce répertoire spécifique pour les et 5 minutes précédentes. C'était l'équivalent numérique d'un meurtrier essuyant les empreintes digitales d'une scène de crime. Benjamin n'avait pas seulement supprimé son travail, il avait essayé d'effacer le fait même qu'il l'avait supprimé. Mais il avait commis une erreur. Il avait effacé le journal d'accès aux fichiers, mais il n'avait pas effacé le journal de commande de plus haut niveau, qui enregistrait l'effacement lui-même. C'était un acte d'arrogance suprême. Il n'avait jamais imaginé que quelqu'un, et encore moins le PDG, creuserait aussi profondément. Une colère froide et dure s'installa dans la poitrine d'Alexandre. Le balayage de secteur se termina. Le dossier supprimé était partiellement récupérable. Il le restaura. À l'intérieur se trouvaient les fichiers originaux d'Amélie, son code magnifiquement commenté, son explication détaillée, et le fichier journal de Cerbère, son horodatage indiquant 3h32. La preuve était réfutable. C'était une chronologie complète et documentée de la découverte et du vol. Il regarda les fichiers récupérés, puis l'enregistrement de la tromperie de Benjamin. La trahison n'était pas seulement contre Amélie. C'était une trahison de l'entreprise, du principe même d'innovation et d'intégrité sur lequel il avait bâti Nexus Dynamics. Il prit son téléphone. Il n'appela pas la sécurité. Il n'appela pas les RH. Il appela le président du conseil, Robert Moreau. « Robert, dit-il, sa voix dangereusement calme, rassemble tout le monde dans la salle de conseil. Maintenant, la fête est finie. » L'ambiance dans la salle de conseil était d'une anticipation confuse mais agréable. Les membres du conseil et les ingénieurs seniors revinrent, leurs visages rougis par le soulagement d'une crise évitée. Ils prirent leur siège, l'air bourdonnant de discussions à voix basse sur l'appel à leur famille, sur la montée en flèche du cours de l'école, action qui suivrait sûrement l'annonce. Benjamin Cartier était le centre de cet univers jubilatoire. Il entra d'un pas assuré, acceptant les poignées de main et les tapes dans le dos. Il prit sa place au bout de la longue table polie, non pas comme un architecte principal, mais comme un général conquérant, prêt à recevoir ses lauriers. Il composait déjà dans sa tête l'email qu'il enverrait à son chasseur de tête, utilisant cette victoire pour obtenir un rôle encore plus prestigieux et mieux payé chez un concurrent. Amélie n'était pas parmi eux. Alexandre avait envoyé un message discret via son assistante personnelle pour qu'elle attende dans la solitude tranquille de son bureau privé. Il avait besoin qu'elle soit loin de cela, loin de l'explosion qu'il était sur le point de déclencher. Quand la lourde porte en verre se referma en sifflant, scellant la pièce, Alexandre resta debout. Il ne prit pas sa place. Il se tint à côté du monolithe, de sombre et massif de l'écran principal. Sa posture était rigide, son visage un masque de froide gravité. Les murmures joyeux s'éteignirent instantanément, remplacés par un silence las et incertain. Tous les yeux de la pièce se tournèrent vers lui. « Notre célébration », commença Alexandre, sa voix calme mais portant un poids immense qui commandait toute l'attention de la salle, était prématurée. Nous avons en effet trouvé la solution au problème d'Odyssée. Cependant, le crédit a été accordé à la mauvaise personne, et la véritable histoire révèle une pourriture au sein de cette entreprise qui est bien plus dangereuse que n'importe quelle fuite de mémoire. Un silence électrique et tendu s'abattit sur la pièce. Le sourire satisfait de Benjamin Cartier vacilla, remplacé par une lueur de confusion et d'alarme. Il bougea sur son siège, sa bravade s'évaporant comme de la brume. « Ben !» dit Alexandre, ses yeux se fixant sur son architecte, de principal avec une intensité déconcertante.
Vous nous avez dit que vous et votre équipe aviez identifié le problème de gestion des threads après une analyse approfondie et intensive toute la nuit. Est-ce exact? Oui, c'est exact, affirma Benjamin, sa voix une fraction moins stable qu'auparavant. C'était un problème complexe, une condition de concurrence subtile. Nous avons travaillé sans relâche en suivant une piste. Une piste? Interrompit Alexandre, faisant un pas lent en avant. Sa voix était empreinte d'un sarcasme glacial. C'est fascinant, parce que la solution a en fait été trouvée, documentée et finalisée à 3h32 du matin. Pas par votre équipe, pas par vous. Elle a été trouvée par Amélie Dubois. D'une pression délibérée sur un bouton de sa console, l'écran principal derrière lui s'illumina. Ce n'était pas le code de Benjamin. C'était une image parfaite en haute résolution du dossier récupéré. Solution Odyssée. -AD. À l'intérieur, affichés pour tous, se trouvaient les fichiers immaculés d'Amélie. Son code élégamment commenté, son explication concise et brillante du problème, et le fichier journal de Cerbère, son horodatage une accusation flagrante. 3h32 17 secondes. Des halètements et des inspirations brusques parcoururent la pièce. Les visages des ingénieurs, quelques instants auparavant remplis de soulagement, étaient maintenant peints de choc et d'incrédulité. Le visage de Benjamin Cartier devint blanc comme un cadavre, le sang s'en retirant comme si on avait tiré un bouchon. C'est absurde. Une fabrication, balbutia-t-il, sa voix se brisant, montant en panique. C'est une opportuniste. Elle a dû voir notre travail d'une manière ou d'une autre et essaie de me piéger, de voler la victoire de mon équipe. Vraiment, rétorqua Alexandre, sa voix tombant à un murmure dangereux. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. La F, hurreur tranquille, était plus terrifiante que n'importe quel cri. Il afficha une nouvelle fenêtre à l'écran, la positionnant juste à côté du dossier d'Amélie. C'était un fichier texte brut, le journal de commande de haut niveau du serveur. Il surligna 2 lignes en rouge accusateur. Alors peut-être pouvez-vous expliquer cette entrée de journal au conseil, Ben. Elle montre qu'à 3h47 du matin, votre compte administratif, et seul votre compte a ses privilèges, a exécuté une commande RM-RF pour nos membres du conseil non technique, dit Alexandre, son regard balayant les visages stupéfaits. C'est l'équivalent numérique d'asperger un document d'essence et d'y mettre le feu. C'est une commande de suppression forcée et permanente. Et la cible de cette commande était un répertoire nommé /TMP/solution_odyssey_AD. Il laissa l'implication flotter dans l'air mort pendant un instant, avant de porter le coup de grâce final. Et puis il y a cette entrée, juste 1 minute plus tard, une commande, encore une fois depuis votre compte, pour effacer manuellement les enregistrements du journal d'accès pour ce répertoire spécifique. Vous avez été négligent, Ben. Dans votre hâte arrogante, vous avez essuyé vos empreintes digitales du coffre-fort, mais vous avez laissé derrière vous une vidéo de sécurité parfaitement claire de vous tenant le chiffon. Vous n'avez jamais pensé que quelqu'un regarderait aussi profondément. La pièce était dans un silence total et profond. La preuve était absolue, une condamnation à mort numérique. Benjamin fixait l'écran, la bouche légèrement entr'ouverte, son esprit refusant de traiter sa ruine complète et totale. La toile complexe de mensonges qu'il avait tissée en quelques heures avait été démêlée avec une précision technologique froide. Il regarda son équipe, les membres du conseil, les jeunes ingénieurs, et ne vit aucun soutien, aucune sympathie. Il ne vit que du dégoût, de la déception et le regard froid et dur du jugement. La plus grande menace pour cette entreprise n'est pas un bug, dit Alexandre, sa voix résonnant avec la conviction d'un fondateur défendant l'âme de sa création. C'est un défaut dans notre caractère, une culture insidieuse d'ego, de crédentialisme, d'arrogance qui pousserait un cadre supérieur à voler le travail d'une contributrice junior plutôt que d'admettre que le génie peut venir de n'importe où. Une culture qui rejetterait le génie simplement parce qu'il n'a pas le bon titre sur une carte de visite. Il regarda directement Benjamin, ses yeux dépourvus de toute pitié. Vous êtes renvoyé, avec effet immédiat. Votre accès réseau, votre badge, votre présence même dans cette entreprise ont été terminés. La sécurité vous attend derrière cette porte. Vous pouvez récupérer vos effets personnels à votre bureau et rien d'autre. Il tourna ensuite son égard d'acier vers les membres seniors de l'équipe de Benjamin, ceux qui avaient souri avec mépris à Amélie, qui avaient favorisé l'environnement d'exclusion. Et pour le reste d'entre vous, que cela vous serve de leçon. Vous êtes restés là,
Vous avez été complice par votre silence. L'architecture de cette équipe et peut-être de toute cette division est sur le point d'être fondamentalement changée. Nexus Dynamics sera un lieu où le talent est la seule monnaie qui compte. Ce sera une véritable méritocratie où ce ne sera rien. Benjamin Cartier, complètement brisé, repoussa sa chaise. Elle grinça bruyamment dans la pièce silencieuse. Il se leva, les épaules affaissées par la défaite. Il ne dit pas un mot, ne regarda personne. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, un homme dépouillé de sa fierté et de sa carrière, il trébucha légèrement, heurtant une chaise, un dernier faux pas maladroit d'un homme qui avait orchestré un vol si près, et malveillant. Puis il disparut. Plus tard, Alexandre trouva Amélie dans son bureau. Elle se tenait près de la vaste fenêtre, regardant la ville tentaculaire, maintenant baignée dans la lumière chaude et claire du soleil de l'après-midi. Elle paraissait petite face à la ligne d'horizon qu'elle venait d'aider à sauver. « C'est fait », dit-il doucement en entrant dans la pièce. Elle se tourna, ses yeux montrant l'épuisement et le stress des 48 dernières heures, mais ils étaient clairs. « Il a tout supprimé. Je pensais… » « Il a essayé, » la corrigea doucement Alexandre. « Mais vous, plus que quiconque, devriez savoir. Un bon code, comme la vérité, laisse toujours une trace. Je l'ai trouvé. » Il s'approcha pour se tenir à côté d'elle, non pas comme un PDG face à une consultante, mais comme un bâtisseur face à un autre. « Je suis désolé, Amélie, pour ce qu'il a fait et pour ma propre part dans tout ça. J'ai failli le croire. J'étais si désespéré pour une solution que j'ai presque accepté la réponse la plus facile. Pas la bonne. C'est un échec de leadership. Mon échec. J'aurais dû savoir qu'il tenterait quelque chose, murmura-t-elle. J'aurais dû être plus prudente. Non, dit Alexandre, sa voix ferme, insistante. Vous devriez pouvoir faire un travail brillant et qui change le monde sans avoir à constamment surveiller vos arrières pour des chacals. C'est mon travail de construire un endroit où vous pouvez le faire. Un travail que j'ai l'intention de faire beaucoup mieux. Il fit une pause, laissant le poids du moment s'installer avant de dévoiler son véritable objectif. La cuillère dorée a un poste vacant inattendu dans son équipe de service, avec effet immédiat. Par coïncidence, Nexus Dynamics a un poste vacant d'architecte logiciel senior. Plus que ça, je crée une nouvelle division, à compter d'aujourd'hui. Le groupe d'intégrité systémique, il me erla, Pussery, rendra compte directement et son mandat sera d'agir comme la conscience de notre entreprise, de contester chaque hypothèse, de tester sous contrainte notre code, notre sécurité et nos processus, pour trouver les failles avant que le reste du monde ne le fasse. Il a besoin d'un leader avec une perspective unique, quelqu'un qui peut voir le système entier, pas seulement les lignes de code individuelles. Le poste est à vous, Amélie, si vous le voulez. Amélie le fixa, son esprit vacillant. Architecte senior, chef de division. C'était un saut si vaste qu'elle ne s'était même pas permis de le former dans ses rêves les plus fous. Je n'ai pas de diplôme, murmura-t-elle, la vieille insécurité, le fantôme de son passé, faisant une dernière tentative. Alexandre sourit, un sourire sincère et chaleureux. Vous avez quelque chose de bien plus précieux, vous avez la solution. Vous avez vu le système entier quand une armée d'experts était paire. 2 dans les détails. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent nous apprendre à Polytechnique ou ailleurs. Alors, Amélie Dubois, dit-il en lui tendant la main. Qu'en dites-vous? M'aiderez-vous à construire l'avenir de cette entreprise? Un lent sourire se répandit sur le visage d'Amélie, un sourire brillant et radieux qui atteignit ses yeux et effaça toute trace de peur. La serveuse avait disparu, l'usurpatrice avait disparu. À sa place se tenait une architecte. « Oui, dit-elle, sa voix ferme et claire en lui serrant la main. « Oui, je le ferai. » Telle est l'incroyable histoire d'Amélie Dubois et d'Alexandre Lambert, un témoignage du fait que le génie n'est pas confiné aux salles de conseil et aux universités d'élite. Elle prouve que le vrai talent peut être trouvé dans les endroits les plus inattendus et que l'intégrité est l'atout le plus précieux que toute personne ou entreprise puisse posséder. Amélie, la serveuse au don, cachée, n'a pas seulement corrigé un bug dans un logiciel. Elle a exposé une faille dans une culture d'entreprise et, ce faisant, l'a reconstruite de fond en comble, plus forte et plus honnête qu'auparavant. Son parcours est un rappel puissant de ne jamais juger un livre à sa couverture et de toujours rechercher le génie caché qui existe tout autour de nous.